Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci de vous joindre à nous pour ce nouvel épisode sur les Core Web Vitals. Donc aujourd'hui, Stéphane va vous parler du Cumulative Layout Shift. Donc bienvenue à tous. Je vous propose qu'on attende 1 ou 2 minutes pour laisser les derniers participants arriver. Puis je laisserai la parole à Stéphane. Comme d'habitude, vous avez un petit onglet questions pour poser vos questions. Ce sera plus facile pour nous de les retrouver à la fin et donc être sûr de pouvoir répondre à toutes vos questions. Et hop. Je ne me rappelle plus, c'est l'épisode combien de la saison Alors, de quelle saison les Core Web Vitals? c'est l'épisode 2 de la première saison. C'est l'épisode. Non, attends, il y a eu un pilote en juillet. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, le troisième épisode sur le FID aura lieu le 5 novembre. Je vous mettrai le lien d'inscription dans le chat si jamais vous voulez vous y inscrire. Salut tout le monde. C'est bien, il y a des habitués. Donc j'ai essayé de ne pas faire de redites pour les habitués, justement. Je vous propose qu'on attende une dernière petite minute. On démarre à 32, ça te va, Stéphane? Oui, ça me va, moi, tout me va, tu sais. À la fin du webinaire, on vous enverra une enquête de satisfaction. On compte vraiment sur vous pour y répondre parce qu'on regarde de près les résultats pour améliorer nos webinaires. Donc, on compte vraiment sur vous pour y répondre. Ouais, si vous voulez que je mette une chemise blanche ou rouge ou des choses comme ça, quoi, des trucs hyper importants quand même pour qu'on s'améliore. C'est ça. Bon, c'est 32, donc Stéphane. Allez, c'est parti. C'est bon, vous voyez tous l'écran, en tout cas moi je le vois, donc on est parti. Alors, qu'est-ce qui nous a... Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Rapide résumé, plus court que les dernières fois sur ce que fait Fasterize. Les Core Web Vitals, ce que c'est, le CLS, parce que c'est ce que vous êtes venu voir, comment on le mesure, comment on l'améliore. Il y aura 2-3 petits points critiques à noter et puis des choses à retenir pour la fin. Donc, j'espère que vous me connaissez maintenant au bout du 3e épisode. Donc j'ai créé Fasterize il y a 9 ans maintenant. On a lancé un produit en SaaS qui faisait de l'accélération de sites web. J'ai passé 10 ans comme CTO du commerce auparavant et on est partenaire du JDN, de Google, de Wheel of Speed. Et je peux vous annoncer que Wheel of Speed aura lieu donc cette année online le 15 et 17 décembre. Mardi 15 décembre, il me semble, et jeudi 17 décembre, dans l'après-midi, il me semble que c'est les dates qu'on a fixées. On traite plus d'1 milliard de pages vues par mois et ça représente beaucoup d'économies pour les internautes qui surfent sur les sites de nos clients. Donc nos clients sont de tout type, c'est des e-commerçants principalement, mais pas que, et de toute taille, tout secteur. On a 3 offres dans le domaine de la web perf. On a une offre software as a service qui est une solution simple qu'on branche, qu'on met entre l'internaute et le site web d'origine et qui permet de réduire instantanément les temps de chargement de votre site grâce au moteur intelligent qu'on a développé où on applique des dizaines et des dizaines de bonnes pratiques web perf en automatique. C'est 100% compatible bien sûr avec tous les navigateurs, tous les devices du marché. On est agnostique du CMS et chose importante, vous êtes accompagné tout au long de la mise en place et même après par un Customer Success Engineer qui est dédié. On fait aussi de l'audit web perf, beaucoup.
Donc là, on va analyser votre performance web, on va y faire des recommandations. Le point important, c'est qu'on va beaucoup plus loin que juste une suite de recommandations qu'on aurait compilées sur des outils automatisés. On va aller vraiment plus loin dans l'étude des fonctionnalités de votre site et faire en sorte que ça soit trouver les façons de rendre votre site le plus rapide, que ça soit d'un point de vue technique, mais aussi fonctionnel, sur des champs de recherche, sur des affichages de sliders, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Chose importante, on restitue ces recommandations sous forme d'une roadmap priorisée, qui permet ça rend les choses activables immédiatement après. Et en général, l'après, c'est l'accompagnement. Donc là, on va vous accompagner sur le long terme. Enfin, le long terme dans le domaine de la web perf, c'est 18-24 mois. Et on va définir un plan d'action suite à cette roadmap. Et on va mettre en place des pratiques de développement, des outils de monitoring, des dashboards internes, tout ce qu'on peut imaginer pour développer la culture web perf au sein d'une entreprise, avec un chantier en général très important qui est le chantier des third parties. Donc pourquoi on travaille sur la web perf? Bien évidemment parce que alors moi personnellement parce que ça m'éclate depuis 20 ans, mais aussi parce que les utilisateurs sont soucieux de la vitesse de votre site, et si vous deviez retenir une seule étude, c'est celle-ci, elle vaut ce qu'elle vaut, mais voilà, retenez qu'au bout de 3 secondes d'attente, il n'y a rien qui se passe sur votre site. La moitié des utilisateurs mobiles sont déjà partis. Et puis, il y a même des études, je crois on l'a confirmé la semaine dernière, on avait fait un sondage en ligne. Il y a donc les études qui placent le critère vitesse comme premier parmi les attentes des internautes mobiles. Donc vous avez raison de vous intéresser à la vitesse, et sans compter que, bien évidemment, on parle des Core Web Vitals, sans compter que Google a appuyé récemment sur l'accélérateur il y a quelques mois en annonçant que la vitesse des sites serait prise en compte dans son algorithme, dans l'update de son algorithme qui est appelé Page Experience, et ça au travers de 3 métriques, 3 nouvelles entre guillemets métriques, donc le LCP, le FID et le CLS, qui forment les Core Web Vitals, et qui chacune mesure un aspect de l'expérience utilisateur, donc le chargement pour le LCP, l'interactivité pour le FID, et puis la stabilité visuelle pour le CLS. Ce sur quoi on va se penser aujourd'hui, mais évidemment, on va voir que ce n'est pas les seules métriques pour décrire un site rapide. Alors, je vous passe les raisons qui, selon moi, font que Google veut des sites rapides, mais si je devais résumer, à mon sens, en fait, Google cherche de plus en plus à se mettre à la place de l'utilisateur et à comprendre comment il interagit avec le site pour améliorer la qualité de ses résultats. C'est aussi pour ça, par exemple, que le crawler fait maintenant une seconde passe de rendering sur vos pages, et que donc oui, le JS impacte le crawl. Donc voilà, tout ça est un mouvement global vers plus de compréhension de l'utilisateur, de l'intention de l'utilisateur aussi. Donc oui, Google veut un site rapide et sur toutes les dimensions. Maintenant, dans quel contexte web, donc a introduit ces Core Web Vitals de façon officielle il y a quelques mois, en mai, juin, je ne sais plus trop. Par rapport aux métriques qu'on connaît, comment ça se place? Donc il y a des métriques pour mesurer la perf des sites, il y en existe littéralement des dizaines, vraiment, en tout cas plus que 10, donc des dizaines. Donc ça va des métriques purement techniques à des métriques plus orientées utilisateurs, soit pour l'affichage, soit pour l'interactivité. Donc vous aviez peut-être l'habitude de faire un joujou avec celle-là en particulier, puisque nous on les a beaucoup promus aussi, qui sont le time to first byte, le start render, le speed index et le time to interactive. Time to first byte, bien sûr, le temps de réponse serveur plus la latence de la connexion, qui a un impact plus sur le crawl SEO, et qui permet aussi d'éviter la page blanche. Si vous avez une seconde de TTFB, ça veut dire que pendant une seconde, il va obligatoirement rien se passer. Le start render qui est le premier affichage, le premier pixel qui arrive sur l'écran, le speed index qui mesure le rythme de remplissage de la page, et puis le time to interactive
qui mesure à partir de quand on a une fenêtre de 5 secondes pendant laquelle l'interaction avec la page se passera bien. Et donc ces métriques, vous en avez l'habitude, surtout ne les jetez pas, hein. C'est pas parce qu'on introduit des nouvelles métriques comme les Core Web Vitals qu'il faut oublier le reste, ce dont vous aviez l'habitude. Donc les Core Web Vitals sont des métriques en plus qui complètent celles dont on avait l'habitude et qui existaient déjà avant. D'ailleurs, LCP, FID et CLS ne sortent pas de cette année, elles existaient déjà l'année dernière, mais qui n'étaient pas forcément mises en avant. Voilà. Donc elles permettent vraiment de mesurer, comme je l'ai dit en intro, chacune un autre aspect de l'UX. Donc, de la même façon que le speed index mesure, de mon point de vue, l'expérience de chargement de la page de façon plus précise. En tout cas, le LCP est une approximation du chargement de la page. Alors, pour ce qui est du CLS, donc c'est comme on a dit une métrique qui va mesurer une partie de l'expérience utilisateur, et le CLS va mesurer la stabilité visuelle en partant du principe que un contenu qui change trop dans la page, trop de place, qui change trop vite ou qui prend trop de place, dont la page change trop vite. Voilà. C'est perturbant. Et je pense que tout le monde a vécu cette situation où on essaye de cliquer à un endroit, paf, il y a un bandeau de pub qui décale tout et on se retrouve à cliquer sur le bandeau de pub ou sur un lien qu'on voulait pas cliquer. Donc c'est la métrique la plus nouvelle des trois, peut-être la plus compliquée à appréhender, à calculer, à mesurer. Comme c'est pas une durée ou un temps sur une timeline, on a du mal un peu à raccrocher la valeur obtenue à quelque chose. Et pourtant, on sent bien que la stabilité visuelle, si vous avez une page qui tous les morceaux se barrent pendant que ça se charge, on sent bien que c'est une chose qui impacte l'expérience utilisateur, donc c'est important à mesurer. Donc, ça concerne beaucoup les éléments dynamiques qui sont injectés dynamiquement dans la page, donc les pubs, les vidéos, les bandeaux, les images, mais éventuellement aussi des fonctionnalités suite à une interaction de l'utilisateur. Et le point important, c'est que c'est cumulatif. Donc le cumulatif, donc Cumulative Layout Shift est important. Grosso modo, on prend en compte tous les déplacements de tous les éléments à la fois pendant le chargement, mais aussi pendant l'utilisation de la page. Donc ça, on verra que c'est un point important pour la suite. Alors, si on veut rentrer dans le détail de la définition, ça correspond globalement à la portion d'écran impactée par le déplacement, multipliée par la distance de déplacement, et ça pour tous les éléments du viewport. S'il y a des éléments qui se déplacent et qui ne sont pas dans le viewport, à la limite, peu importe, parce que l'utilisateur, lui, ne le verra pas, il ne sera pas gêné par ces déplacements d'éléments. Donc on est vraiment bien dans le cas des éléments dans le viewport. Pour illustrer ça, par exemple, j'ai pris une page produit sur le site Rue des Commerces, et puis j'ai imaginé qu'on insérait un bandeau de pub au beau milieu du contenu pendant le chargement de la page. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que le déplacement a impacté à peu près 60% du viewport, donc le impact fraction est de 0,6. 60%, c'est 0,6. Et puis, la distance a été, à cause du bandeau de pub, la photo a été déplacée de 20% du viewport, donc la distance fraction, c'est 0,2. Et donc, si on doit mesurer le layout shift qui a été introduit par le déplacement de ce bloc produit, c'est 0,6 fois 0,2, ce qui donne 0,12. Et ça, c'est juste pour ce bloc produit, mais il faut cumuler ça ensuite pour tous les nœuds impactés. Donc,
Ce qu'on peut retenir, c'est que plus ça bouge, plus ce cumulative layout shift est élevé, et plus c'est élevé, et plus ça perturbe l'utilisateur. Et même si c'est facile à mesurer, que ça soit en RUM ou en synthétique, le fait de définir ça avec du impact fraction, distance fraction, eh ben, c'est que ça pose problème sur comment on va actionner, qu'est-ce qu'on doit actionner pour améliorer ce CLS, à part essayer de tout caler le plus tôt possible. Donc, il faudra voir comment on fait dans le temps, mais en tout cas, après comment mesurer, je donnerai quelques pistes d'optimisation de ce CLS. Alors, ça peut être une pub qui vient s'intercaler, mais pourquoi tu ne veux pas démarrer? Ça peut être une pub qui vient s'intercaler, mais ça peut être aussi beaucoup plus pénible et conduire à des interactions non voulues, comme sur cette vidéo qui sert souvent d'illustration pour le CLS, où finalement le gars se retrouve à avoir soumis une commande pour 56 items. Donc, et ça, on n'a pas envie d'être dans cette situation. Est-ce que c'est important le CLS? C'est vrai que ça fait partie des métriques qui sont mises en avant par Google, mais quand on regarde la part dans le score Lighthouse, qui sert de base à PageSpeed Insight, en tout cas aux mesures Lab, on voit que ça tient que pour 5% du score. Donc là, je vous ai mis l'URL du Lighthouse Scoring Calculator, qui est toujours très sympa à faire jouer avec. Et donc, ça permet de voir un peu quels sont les poids de chacun des indicateurs. D'ailleurs, dans les deux versions maintenant, on est quasiment partout en V6 de Lighthouse, et de voir la répartition des différents indicateurs en fonction du poids qu'ils ont dans le calcul de l'indicateur, du score global, pardon. Et donc, on voit bien qu'en comparaison du LCP ou du TBT-FID, le CLS a une importance assez négligeable, hein. Le LCP et le TBT, à eux tout seuls, c'est quasiment 50%. Donc, on est sur des choses beaucoup plus importantes sur le TBT et sur le LCP que le CLS. Donc, pour vous montrer à quel point c'est pas en agissant sur le CLS que vous allez faire des bons dans votre score Lighthouse, j'ai fait 2 simulations. Est-ce que ça va démarrer cette fois-ci? Oui. Où là, je pars d'un score de base tout pourri, et puis on améliore grandement le CLS et on passe de 4 à 8, alors que quand j'améliore grandement le LCP, eh bien, vous voyez qu'on passe plutôt de 4 à 20, je ne sais plus combien, voilà, de 4 à 28. Et donc, ça veut dire que vous avez d'abord un intérêt à travailler votre LCP avant de travailler le CLS. Et de la même façon, si on part d'un super score de 100, vous voyez qu'avoir un CLS tout pourri vous fera chuter que jusqu'à 95, alors que modifier votre LCP et vous allez chuter jusqu'à 76. Donc, ce n'est pas représentatif de vos situations, on en est rarement à 4, on est rarement à 100, mais c'est pour que vous relativisiez sur l'importance de cette métrique. Alors, comment ça se mesure le CLS? Donc, on a vu le principe qui semble plutôt intuitif, hein. Allez, on va essayer de mesurer ce qui bouge, mais on va voir que le diable se cache dans les détails. D'abord, la mesure du CLS, elle repose sur une API du navigateur avec tout ce que ça implique derrière. Ça veut dire, par exemple, que un TTFB, par exemple, ça peut se mesurer en ligne de commande. Je fais un curl, et puis je peux obtenir un TTFB, un speed index. Je le mesure en faisant des calculs sur remplissage de chaque frame au cours du temps. Donc, toutes les métriques WebPerf ne sont pas forcément liées au navigateur. En plus, pour que ça soit pris en compte, ces mouvements,
il faut qu'il y a des contraintes. Et la première contrainte, c'est il faut que le mouvement entre deux frames soit inférieur de 3 pixels, que ce soit dans le sens horizontal ou vertical. Donc pour que ça soit comptabilisé, ça veut dire que si vous avez quelque chose qui bouge d'1 pixel entre deux frames, eh ben, ce ne sera pas comptabilisé, heureusement, dans le cumulative layout. Donc si concrètement, s'il y a un pop-up qui se balade tout gentiment sur le site avec 3 pixels moins de 3 pixels par frame, c'est pas comptabilisé. Donc ça veut dire que vous pouvez essayer de cliquer sur le bouton, même si ça bouge, et bien même si l'expérience ne sera pas incroyable, et bien vous serez pas comptabilisé, vous serez pas pénalisé. L'autre règle, l'autre contrainte, c'est que s'il y a un changement qui est initié par l'utilisateur, pendant 500 millisecondes après cette interaction, on ne comptabilise pas les layout shifts. Alors, ça se fait, en fait, les layout shifts sont des entries, hein, un peu comme le LCP, et elles ont un flag qui s'appelle Add Recent Input, donc un flag spécial qui dit est-ce que ce layout shift a été détecté après une interaction utilisateur. Et cette interaction, ça peut être aussi un resize du viewport, parce que quand vous resizez le viewport, potentiellement votre contenu peut se balader un peu partout. Donc vraiment cette contrainte de 3 pixels et de 500 millisecondes après un input utilisateur. Cette fenêtre de 500 millisecondes, on verra que c'est important, puisque bien évidemment, les éléments peuvent bouger en fonction des interactions de l'utilisateur. Ça peut être voulu, bien évidemment, si vous avez une interaction de l'utilisateur, de faire afficher quelque chose, de faire afficher une liste de produits, de faire afficher une liste d'avis, que sais-je. Mais dans ce cas, il faut en tenir compte. Donc, il faut tenir compte de cette fenêtre de 500 millisecondes. Donc, soit la gérer, soit utiliser. On peut aussi utiliser la propriété CSS Transform qui permet d'animer des éléments sans déclencher de layout shift. Donc, certaines propriétés, scale et translate par exemple, permettent de modifier et de faire bouger des éléments sans que ça déclenche des layout shifts. Donc ouais, vous voyez, ça devient, cette API, elle est un peu complexe, hein, et ça devient quand même un peu sioux. Surtout que, malheureusement, encore une fois, cette API n'est disponible que pour Chrome. Donc Chrome et puis bien évidemment les moteurs qui ont adopté, les navigateurs qui ont adopté le même moteur. Alors d'ailleurs, le schéma sur Can I Use n'est pas bon, parce que il me semble qu'Opera, pour le coup, Opera a le même moteur que Chrome, et donc supporte le CLF, enfin l'API Layout Instability de façon native. Mais ce qui n'est pas le cas de Firefox, ce qui n'est pas le cas d'iOS, et donc il faudra attendre il faudra attendre l'année prochaine pour que les Safari implémentent peut-être l'API Layout Instability. Pour visualiser le CLS, donc toujours avec Chrome, hein, puisqu'il n'y a que Chrome ou en tout cas les navigateurs basés sur Chrome qui supportent le CLS. Il suffit d'aller dans les DevTools, donc de cliquer sur les 3 petits points là à droite. On peut aussi faire le Shift Command P pour chercher rendering, mais donc voilà, en cliquant sur les 3 petits points à droite, on fait More Tools, on voit Rendering, on clique sur Rendering, on affiche le petit pane Rendering, et puis on a la possibilité de cliquer sur Layout Shift Regions. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, quand vous allez charger votre page, vous allez voir les morceaux de page, les morceaux de contenu qui ont bougé, se colorer avec une belle couleur bleue. Et donc, vous allez, alors dans les DevTools, il y a cette possibilité-là. Et puis, il y a aussi la possibilité il y a une nouvelle timeline, on va dire, qui se rajoute, qui s'appelle Experience, et qui permet de voir les layout shifts.
et donc d'avoir un peu plus de détails sur le layout shift qui s'est passé au moment du chargement et de l'utilisation de la page. Pardon. Donc ça vous donne le cumulatif, le score, le cumulatif score. Est-ce que ça vient d'une interaction utilisateur, donc le fameux flag add recent input, et puis de combien ça a bougé et de quelle est la taille qui a bougé. Voilà, donc ça donne plus d'infos, ça peut aider à débugger, à comprendre un peu ce qui se passe, mais ça reste à mon sens, léger. En tout cas, ça permet de pointer un peu les choses à corriger. Il y a bien sûr l'extension Chrome, Web Vitals, qui permettait déjà de voir le largest contentful paint, et spoiler, ça permettra de voir le first input delay, donc qui permet aussi de voir le cumulative, le layout shift, et bien vous voyez que il y a une petite parenthèse qui dit might change, parce que potentiellement, si vous cliquez plusieurs fois sur cette extension et que vous avez interagi avec la page et que ça a déclenché des mouvements dans la page, et potentiellement ce cumulative layout shift lui aussi peut augmenter puisqu'il est cumulatif. Donc là, ça peut être pratique de voir un peu ce CLS bouger au cours du temps quand on interagit avec la page. Il y a de la même façon que la dernière fois la librairie Web Vitals qui est disponible pour mesurer soi-même les Core Web Vitals et les autres Web Vitals TTF, BFCP. Et ça, bien sûr, c'est intéressant dans le cas où on veut mesurer ce CLS sans se restreindre aux utilisateurs Chrome, et surtout si on veut remonter dans ces outils de RUM ou d'analytics, c'est ce CLS. Donc bien sûr, cette métrique, elle est aussi dispo, donc on peut la voir en local dans les DevTools, mais elle est aussi dispo dans tous les outils classiques. Donc je refais la passe des outils qu'on utilise régulièrement chez Fastorize. Donc Web Page Test, je peux le dire que quasiment que j'utilise tous les jours. Le Lighthouse, bien sûr, et puis PageSpeed Insight. Et puis même, parce que j'aime bien citer cet outil, même d'Airboost, qui l'a intégré assez rapidement, qui a intégré tous les Core Web Vitals d'ailleurs assez rapidement dans ces outils. Je reviens sur les mesures fournies par PageSpeed Insight. Donc ces données, elles sont de deux types. Il y a des mesures plutôt de type RUM, Real User Monitoring, où on va injecter un beacon dans la page et puis on va remonter pour chaque utilisateur les mesures de performance qui sont faites pour cet utilisateur dans son contexte, donc qui s'appelle field dans le cas de PageSpeed Insight, et puis ces données field sont issues du Chrome UX Report. Et puis il y a des données qui sont plutôt de type synthétique, qu'ils appellent dans PageSpeed Insight Lab, et qui sont, elles, issues de Lighthouse. Donc pour la partie field, plutôt RUM, ces données sont issues du Chrome UX Report, comme je disais, et le Chrome UX Report, ça donne forcément qu'une partie des utilisateurs Chrome, ceux qu'on obtient pour cette mesure. Et qui, ça veut dire que vous avez c'est pas la totalité de votre population, donc ça c'est important, hein. Donc le CLS qui vous est remonté, c'est forcément des utilisateurs qui vous est remonté dans PageSpeed Insight via le CRUX, c'est forcément des utilisateurs sous Chrome, donc c'est pas les autres navigateurs, notamment si vous avez une forte population d'iPhone, et bien les iPhones avec Safari ne sont pas dedans. Juste un mot sur la répartition. Donc Google considère que un bon cumulative layout shift, c'est 0,1. 0,1, ça représente
ça représente, c'est difficile de se faire une représentation de ce que ça veut dire 0,1. Bon, voilà, sachez que c'est un bon cumulative layout sheet, c'est inférieur à 0,1. Un moyen, c'est entre 0,1 et 0,125. Et au-dessus, c'est considéré comme blanc, en tout cas comme une expérience pauvre par Google. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que 29% du panel des utilisateurs remontés par le Chrome UX Report ont un CLS inférieur à 0,1, un autre qui est entre 8% entre 0,1 et 0,25, et le reste quand même 64%, ce qui est énorme, qui ont un mauvais CLS. Si vous vous rappelez de la courbe de distribution d'une métrique WebPerf, ça veut dire que Google va mapper en fait cette distribution, va la simplifier, va la découper en 3 zones et va dire ben voilà, j'ai 49% de mes utilisateurs qui sont entre 0, enfin inférieur à 0,1, 39% qui sont entre 0,1 et 0,25 et 12% qui seront au-dessus de 0,25. Donc c'est pas très, c'est pas très représentatif là, avec la métrique qui est mesurée, puisque c'est pas du CLS, mais c'est vous compreniez l'idée de cette distribution et de la répartition que fait Google. Et d'ailleurs, les valeurs qui sont affichées, la valeur qui est extraite dans PageSpeed Insight, c'est ce qu'on appelle le 75e percentile. Ça veut dire que 75% des utilisateurs ont une valeur inférieure et que 25% ont une valeur supérieure. Donc c'est un peu moins sévère qu'avant, puisque avant on était sur des percentiles 95, donc ça voulait dire on affichait un 95e percentile, donc c'était très sévère. Mais même si ça l'est moins, ça reste quand même sévère. C'est toujours sympathique d'avoir une visibilité totale sur la distribution plutôt que juste un percentile. Un percentile 75 sur une courbe de ce type-là, ça se trouve assez loin dans la courbe, donc ça permet aussi de relativiser le score qui est remonté, dans PageSpeed Insight. Alors, dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu des données qui venaient de PageSpeed Insight, donc du Crux. Ça veut dire que le Crux, on peut aussi l'utiliser et faire des dashboards. Et donc, vous pouvez voir l'évolution de votre CLS depuis plusieurs mois. Donc, il suffit de construire ce Chrome UX dashboard. Donc, ce que j'ai fait, par exemple, sur quelques sites. Donc la V2 de ce dashboard, du Crux dashboard, est plus sympa parce qu'elle affiche beaucoup plus de choses. Et donc, si on regarde spécifiquement le CLS, par exemple pour Cdiscount sur la partie mobile, eh bien, on voit qu'il y a une belle évolution depuis la fin de l'année dernière et que potentiellement, on est passé de 60 à 75% suite à l'annonce de Google. Donc c'est pas mal, il y a une évolution positive. Il y a vraiment 75% des internautes qui ont une expérience plutôt positive. Sur desktop, c'est moins bon, puisque sur le Chrome UX Dashboard, on peut choisir bien sûr le site, mais aussi le device qui va ressortir. Et en desktop, on voit que l'expérience est moins bonne, même s'il y a toujours une amélioration. On voit que on est plus autour de 50% qui ont un CLS inférieur à 0,1, avec, on sent une petite amélioration à partir de l'annonce de Google. Donc, il semblerait qu'ils aient travaillé dessus. Et si on prend un site comme 20 minutes, qui est un site média sur lequel il y a énormément, c'est pas un jugement de valeur, il y a énormément de pubs, et bien en desktop, c'est moyen, c'est-à-dire qu'on est un peu au niveau de Cdiscount en mobile, et on voit qu'il n'y a pas trop d'amélioration. Par contre, sur mobile, là, on peut dire que c'est vraiment pas terrible, et que ça veut dire que les gens sur mobile doivent avoir une expérience vraiment pas terrible avec les bandeaux de pub qui doivent faire bouger
tout le contenu, donc ça doit être vraiment pas fun de regarder 20 minutes. Sur mobile, c'est pas que j'ai une dent contre 20 minutes, hein, j'ai choisi un site de médias versus un site de e-commerce parce que, en général, les sites de médias sont plus impactés par, par ce phénomène de stabilité visuelle à cause des pubs, des encarts, etc., qui apparaissent de façon impromptue. Mais globalement, tous les sites de médias ont un CLS qui est un peu moins bon donc, que les sites de e-commerce. Toujours sur les données Crux, on peut aller, là aussi on peut aller plus loin et on peut aller regarder directement dans le dataset du Crux qui est disponible dans BigQuery, et puis on peut faire des dashboards encore plus chiadés et avec les données qui sont dans le Crux. Moi je trouve que c'est des fois un peu overkill, et puis surtout on a nos propres, quand on a atteint une certaine maturité dans la web perf, on a, en tant que client, on a souvent nos propres outils de monitoring, donc on n'a pas besoin d'aller chercher des données qui sont en plus incomplètes. Alors, un point qui me semble important à noter, c'est que pour cet indicateur, encore que d'autres, on va avoir une vraie différence entre les mesures RUM et les mesures synthétiques. Et ça peut être coton, à mon avis, de les réconcilier, parce que d'un côté, on a des sondes dans des contextes bien précis, qui font que charger la page, et donc qui interagissent pas ou très peu, ou bien dans le cadre d'un scénario, avec cette page. Et puis de l'autre côté, on a des utilisateurs, dans le cas RUM, qui non seulement vont avoir un contexte différent, donc c'est-à-dire device, navigateur, connexion, mais aussi viewport, mais aussi avec une expérience différente, car eux, ils vont interagir avec votre page et potentiellement, ils vont interagir pendant longtemps. Donc le cumulatif, c'est là où il prend tout son sens. Et par exemple, dans le cas on verra, dans le cas des single page applications, ben, on est toujours sur la même page et potentiellement le cumulative layout shift, il va continuer indéfiniment à s'augmenter. Donc on a une autre différence qui est que juste les conditions de mesure, hein. Donc quand on a du synthetic monitoring et du RUM, on essaye de calibrer un peu les deux pour que ce qu'on a en synthétique monitoring ressemble un peu à ce qu'on a en RUM. Bah là, ça va être encore plus compliqué il me semble que ça va être encore plus compliqué pour le CLS. Peut-être que ça veut dire qu'il faut calibrer aussi dans le synthétique monitoring l'utilisation du site par l'utilisateur. Alors, optimiser le CLS, donc on a vu que, comme d'habitude, on manque pas de moyens pour mesurer le CLS. Il y a plein d'outils autres que ce que j'ai montré. Maintenant qu'on sait le mesurer, reste à l'améliorer. Donc, pour optimiser le CLS, si vous avez bien suivi les définitions de la métrique, on va être sur des choses qui risquent d'être un poil complexes. Et donc, on va commencer par les choses simples. Alors, les choses simples, c'est des images. En fait, quand le navigateur doit afficher une image dans une page HTML, s'il ne connaît pas ses dimensions, il ne peut pas réserver d'espace pour l'image, et au moment où il reçoit le contenu de l'image, ben, il passe de 0, j'avais rien prévu pour afficher cette image, à hauteur de l'image, et là ça décale tout. Et donc, et en fait, depuis qu'on fait du responsive, ça s'est aggravé parce que on a pris l'habitude de plus transmettre des dimensions d'image. Donc, on transmet plutôt des dimensions relatives en fonction du container dans lequel on est, du device sur lequel on est, etc. De type oui, 100%, 8 auto, etc. Donc en fait, aujourd'hui, effectivement, la taille d'affichage d'une image dépend souvent du contexte. Et à tel point que chez Fastorize, quand on a envisagé les optimisations, on voulait mettre en place automatiquement ces tailles d'image en fonction de l'image qu'on avait optimisée. Et puis, on est revenu en arrière à cause de ce problème de responsive. En fait, aujourd'hui, ça a changé. Donc, la consigne pour aider le navigateur, c'est toujours de définir les valeurs with et height de vos attributs images.
qu'on revient sur quelque chose d'il y a 25 ans, et même si c'est pas des dimensions réelles. Et en fait, parce que c'est pas des dimensions réelles, parce que ça dépend du CSS, des styles qui sont appliqués sur l'image. Et en fait, le navigateur va s'en servir pour calculer un rapport largeur-hauteur, le aspect ratio de l'image, et ainsi, il va calculer la hauteur à réserver en fonction de la largeur d'affichage ou inversement, de la largeur d'affichage qui est définie par le CSS. Donc, ce qu'on disait il y a 10 ans sur pas besoin de mettre des with et height parce qu'on a du responsive, aujourd'hui, mettez-en et puis ça aidera le navigateur à calculer la taille de l'image qu'il doit réserver au moment du chargement. Et donc ça vaut aussi pour, ça casse pas le responsive, hein, bien sûr, donc il faut toujours servir la bonne taille d'image en fonction du contexte, donc utiliser SRC7 ou bien les picture sources pour gérer soit plusieurs aspect ratio si vous avez des images qui sont croppées, ou bien différents formats d'images, WebP, etc., en fonction du contexte et des types supportés par le navigateur. Donc ça, c'est assez simple à suivre hein, comme conseil. On rajoute les with et les height dans les tags images. Ensuite, les fontes, donc c'est autre chose assez simple. Donc le chargement des fontes peut introduire un layout shift de deux manières en fonction de la façon dont elle est chargée. Donc il peut y avoir un flash of unstyled text, foots, si jamais la fonte est affichée est très différente de la fonte de fallback, et auquel cas on peut avoir un texte par exemple avec une fonte de fallback qui fait 10 pixels on va dire d'interligne, et puis la fonte qui arrive et boum on a 15 pixels, et donc du coup il y a le texte prend beaucoup plus de place et il y a tout qui se décale. On peut avoir aussi l'effet de flash of invisible text, le FOIT, s'il n'y a pas d'instruction de fonte de fallback. Et donc, le mieux dans ce cas-là est d'essayer d'avoir une fonte de fallback qui soit très proche de la fonte affichée, au final, pour minimiser les déplacements. Et moi, ce que je conseille, c'est de s'en tenir au fond de système. C'est-à-dire qu'on peut déjà tellement faire avec que finalement aller piocher dans les fonds de système permet de s'affranchir du problème des fontes définitivement. Et donc quand je vois des fontes, des sites où il y a des dizaines de fontes, je comprends pas bien quel est l'intérêt pour par exemple sur Rue du Commerce, on a réussi. Il y avait 6 ou 7 fontes dans le site, on a réussi à tout dégager, à ne plus avoir aucune fonte, ce qui est plutôt pas mal. Alors, si on n'arrive pas à dégager la fonte, on peut faire deux choses, c'est faire du preload et du font display optional. Mais si j'ai aucun problème à conseiller ce font display optional, non conseillé avant, conseillé swap, maintenant plutôt optional. Pour ce qui est du preload, moi je me méfie parce que trop de preload tue le preload et ça peut boucher le chemin critique et ça peut prendre la place de choses qui sont plus importantes pour le start render par exemple. Donc, à manipuler avec précaution quand on fait du preload. Soyez sûr de ce que vous preloadez et que ça va bien être utilisé. Je vois tellement de cas où on a du preload qui n'est pas utilisé par la suite dans la page que ça me déprime de voir tous ces preloads. Un truc un peu plus complexe à faire, c'est si on veut essayer de fixer le layout, c'est de partir sur ce qu'on appelle une skeleton UI et de remplir petit à petit ce squelette de site avec les différents éléments, images, texte, etc. Un des premiers à avoir fait ça, c'est LinkedIn. Alors, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est le grand site que j'ai vu utiliser il y a assez longtemps. Maintenant, on peut le voir partout. Alors, c'est pas mal pour le CLS, mais aussi pour le spin index, parce que finalement, on remplit plus rapidement ce qu'il y a au-dessus de la ligne de closaison avec du contenu.
contenu et on signale à l'utilisateur qu'il y a quelque chose qui arrive. Le seul inconvénient, c'est, et ça a été le cas de LinkedIn, c'est que quand ce layout dure 3 heures, finalement, on perd tout l'intérêt. Donc, l'idée, c'était de faire en sorte d'éviter la page blanche. Ça a un effet bénéfique sur le CLS, mais si ça dure pendant trop longtemps, eh bien, éviter l'effet page blanche, on perd tout l'intérêt. Et en plus, ça peut être compliqué à mettre en œuvre. Alors, on rentre dans le dur, donc les éléments qui sont injectés dynamiquement dans la page. Donc, si on commence par le plus connu, les bandeaux, alors ça peut être des bandeaux publicitaires, ça peut être des bandeaux de promotion interne, ça peut être des bandeaux pour télécharger l'appli mobile, ça peut être des bandeaux pour dire que on est des gentils commerçants, enfin que sais-je, voilà. Et puis pour la pub, ça peut être partout sur la page, c'est-à-dire que pas que sur des bandeaux en haut de page, mais ça peut être au milieu de la page, ça peut être sur les côtés de la page. Et le problème, c'est que en général, le site connaît rarement à l'avance le format de la pub qui va déployer. Et donc là, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut prévoir, il faut essayer de prévoir. Et donc, prévoir, ça veut dire réserver de l'espace pour le slot de pub en essayant de tenir compte de tous les formats possibles qui peuvent arriver sur votre site. Ou bien, ça peut être, si on ne sait pas prévoir tous les formats possibles, ça peut être en réduisant le set de formats possibles qui peut arriver sur votre site. Ça peut être une négociation avec le business ou avec votre régie, de dire ok, je ne voudrais que ce type de format-là sur mon site. On peut aussi se baser sur la probabilité qu'ont les différents formats d'arriver à chaque emplacement, mais là ça devient vraiment tricky. Et puis, attention, si vous cherchez à redimensionner le container de pub après le chargement, pour adapter par exemple, pour pas qu'il y ait de blanc parce que vous auriez un bandeau plus petit qui est arrivé, eh bien vous aurez aussi des layout shift. Donc si c'est pas la bonne taille, tant pis, ça veut dire que potentiellement vous allez avoir du blanc entre la pub et votre contenu, ou bien votre pub va être mangée par le contenu. Donc, moi j'aurais tendance à dire, tant pis, c'est à la régie de s'adapter et de s'adapter à l'expérience utilisateur. Prévoir, c'est aussi prévoir si possible, soit via le tag de la régie, soit autrement, un contenu alternatif dans le cas où il n'y a pas de pub qui arrive. Parce que si vous avez prévu un emplacement de 100 pixels et qu'il n'y a rien qui arrive, eh bien c'est embêtant. Peut-être que l'utilisateur va comprendre qu'il devait y avoir de la pub, mais ça peut être intéressant d'y glisser quelque chose, une info intéressante au moment du chargement de la page, si la pub n'est pas arrivée. La chose qui est évidente et qui découle du mode de calcul du CLS, c'est si vous placez la pub le plus bas possible dans la page, eh bien, ça aura un impact moindre sur le CLS. Alors, je sais, c'est pas les emplacements les mieux vendus, ce qu'il y a tout en bas de la page, mais au moins si ça se décale, on va pas décaler toute la page, on va décaler qu'une fraction de la page, et donc ça peut être acceptable pour l'utilisateur. Parce que ce qu'on calcule dans le CLS, c'est vraiment une fraction du viewport qui bouge. Donc si vous avez votre bandeau vers la fin du viewport, potentiellement il n'y a plus rien qui bouge derrière. Et si c'est pas dans le viewport en plus que ça bouge, là vous avez tout gagné. Donc j'ai parlé de bandeaux, là dans tout ça, de bandeaux de pub, mais ça vaut pour tout le contenu dynamique qu'on peut trouver, qui peut venir s'insérer sur un site. Ça peut être des avis clients, ça peut être des listes de posts, des listes de tweets, tout ce qu'on peut imaginer qui arrive et dont on ne connaît pas a priori à l'avance la taille, eh bien il faut essayer de réserver une place définie sur son site. Et puis c'est en général une bonne façon de contrôler ce qui est affiché sur son site.
Oui, notez aussi que le contenu d'une iframe, ne compte pas dans le calcul du CLS, mais que bien sûr, si cette iframe décale du contenu sur la page, elle aura un impact. Alors, revenons sur la règle des 500 millisecondes, pour finir sur l'injection de contenu dynamique. On a dit tout à l'heure qu'après une interaction de l'utilisateur, on avait une fenêtre de 500 millisecondes pendant laquelle les layout shifts ne comptaient pas. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même faire attention à rester dans cette fenêtre. Que ça soit pour donner le retour immédiat à l'utilisateur, une petite animation par exemple, que ça soit pour le retour du serveur si ça a nécessité un appel d'une API, mais aussi pour le traitement du retour et puis pour l'affichage du résultat du retour. Donc on voit que finalement ces 500 millisecondes, ça peut faire court. Si vous avez 100 millisecondes d'animation, 400 millisecondes de retour du serveur, et vous n'êtes déjà plus dans cette fenêtre de 500 millisecondes. Ça veut dire qu'il faut faire des transitions et des animations qui soient rapides. Il faut des temps de réponse pour les API qui soient rapides et des temps de traitement. Donc, il ne faut pas des milliards de JavaScript qui vont traiter un méga de JSON et qui vont mettre 2 secondes à traiter ce JSON et à l'afficher. Donc, il faut aussi un affichage rapide et idéalement, il faut un affichage qui est déjà réservé pour la réponse. C'est ça aussi vraiment le type, c'est prévoyez l'animation tout de suite du retour du clic et prévoyez un espace pour le contenu qui potentiellement va arriver une fois que j'ai cliqué sur le bouton. Bon, bref, c'est quand même pas mal de job pour gérer ces contenus dynamiques, puisque ça implique à la fois beaucoup de UI et aussi des temps de réponse côté serveur qui soient rapides. Mais sachez qu'on peut toujours masquer ces temps de réponse serveur avec de la UI un peu sympathique. Alors, les cas tordus, parce que là, on a vu plutôt les cas simples, mais il y a quelques cas tordus. Alors, le scroll infini, c'est un cas tordu, un cas parmi les autres. Donc, le scroll infini, vous scrollez sur votre ordinateur ou votre mobile, et puis le contenu qui arrive est injecté dynamiquement. C'est la suite de la page du contenu qui arrive quand on commence à scroller. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'interaction, il n'y a quasi pas d'interaction utilisateur, puisque le contenu peut arriver sans qu'il se passe rien. Donc, il n'y a pas de fenêtre de 500 millisecondes. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on conseille, c'est d'oublier la technique du scroll infini et de passer sur la technique du load more, donc là, qui nécessite réellement l'interaction d'un utilisateur et qui nécessite un clic et de dire, OK, je veux voir plus de contenu. Ça permet de faire éventuellement des techniques de prefetch au moment où l'utilisateur va cliquer sur le bouton Load More et donc d'avoir du contenu qui arrive plus vite. C'est en général, en termes d'expérience utilisateur, moi ça me semble beaucoup mieux parce qu'on décide vraiment en tant qu'utilisateur d'en voir plus. Et puis en plus, il n'y a rien de pire qu'un site dans lequel on ne peut pas voir le footer parce qu'il y a toujours un scroll infini qui vient nous enquiquiner. Donc là, moi j'aurais tendance à dire, si le cas du scroll infini est un problème, dégagez le scroll infini et puis prévoyez comme toujours le contenu à l'avance. Ça c'est quelque chose maintenant d'assez classique dans tous les conseils qu'on donne sur le CLS. Dans le second cas tordu, c'est les single page applications, puisque donc là, ça illustre bien la différence entre ce que je disais sur la différence entre les mesures real user monitoring et les mesures synthétiques, puisque dans le cas d'une single page application, on va cumuler les CLS de chaque page, de chaque route, puisque techniquement, on reste sur la même page, mais on change le contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que remontent les outils
type Chrome UX Report dans le cas d'une SPA, ça peut être complètement déconnecté de l'expérience utilisateur. Et du coup, il n'y a pas de solution facile à part mesurer vos propres CLS entre guillemets par route, j'aurais tendance à dire. Et donc j'espère qu'on aura un moyen de changer ça dans le futur, dans l'évolution du CLS, parce que on ne se voit pas faire des SPA immobiles, puisque c'est quand même pas très pratique s'il ne passe rien quand je clique sur un bouton. Et puis, il y a les dernières subtilités qui est relevée par notre ami Boris chez Bearboost, il me semble, c'est le type d'animation. En fait, quand on anime un élément, on lui fait rarement faire suivre un chemin de façon linéaire, parce que c'est pas très naturel. Donc, c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des courbes de easing qui permettent de se rapprocher d'un comportement plus naturel, de faire en sorte que on n'ait pas la même vitesse au début de l'animation ou à la fin. Donc, on peut faire des effets de rebond, etc. Donc, c'est sympathique. Ou des effets quand on parle d'animation, c'est pas forcément l'élément qui bouge, hein, ça peut être l'élément qui clignote ou qui signale un changement de couleur au cours du temps. Enfin bref, c'est une animation qui peut être traduite par une courbe de easing. Eh bien, selon la courbe qu'on utilise, eh bien, le CLS peut être différent parce que justement, le CLS traite de vitesse. En fait, on a une notion de vitesse dans le CLS puisque, souvenez-vous, on parle de 3 pixels par frame. Eh bien, plus de 3 pixels par frame, eh bien, donc ça veut dire que en fonction de la courbe qu'on va utiliser pour son animation, eh bien, ça peut avoir plus ou moins d'impact. Mais globalement, si vous avez un bandeau de pub qui apparaît violemment sur votre page, il vaut mieux traiter le cas du bandeau de pub plutôt que le cas de l'animation du bouton qui va avoir finalement assez peu de différence entre les différents types d'animation. Je crois que j'ai fini. Alors, en conclusion, la même chose que pour le LCP, les Core Web Vitals, c'est important. Ça a un impact sur l'UX, ok. Le CLS, c'est encore une fois, c'est une métrique parmi d'autres. Donc, les métriques classiques n'ont pas disparu. Il faut continuer de les utiliser. C'est mesurable par tout un tas d'outils, mais attention aux biais et aux définitions. Attention, vous avez vu, il y a plein de petits pièges dans la définition du CLS. Il y a le piège du navigateur, c'est-à-dire que ça, on n'est que sur Chrome. Et puis, ça nécessite là des choses un peu plus succes que les classiques techniques d'optimisation. À part là le très simple rajouter les widths et les heights sur les images, qui peut être un bon début, mais le reste reste plus compliqué puisque en général ça fait intervenir plus d'acteurs, notamment tous les partenaires qui vont injecter du contenu dynamique. Et puis c'est une métrique qui est assez nouvelle et donc il faudra suivre. Il faudra suivre l'évolution, notamment pour les cas un peu tordus, comment ils sont traités. Je regardais l'autre jour le scoring Lighthouse et je voyais que le FMP avait disparu et j'ai vu passer dans les release notes de Chrome 81, je ne sais plus 3 ou 4, que c'était deprecated et j'avais en tête un client qui avait tout fait pour utiliser le First Meaningful Paint. Et je me disais, ben voilà, ça relativise un peu l'importance qu'on donne à ces métriques et à ne vouloir n'optimiser que pour une seule métrique, on peut aller dans des mauvaises directions. Donc voilà, essayez de suivre un panel entier de métriques pour essayer de bien caractériser l'expérience de vos utilisateurs, que ça soit et de façon la plus complète possible, donc en Revolve User Monitoring. Je crois que j'ai fini. Je suis dans les temps, donc on a encore du temps pour les questions. Merci Stéphane. Je suis de retour. On a eu plein de questions et
et on a aussi beaucoup aimé la participation de ton chat. Alors, première question de Jordan, je les ai classées par vote. Est-ce que le scroll est considéré Non. comme une action? Non, il y a eu 2 questions là-dessus. Non, c'est pas une question bête, mais le scroll n'est pas considéré comme une action utilisateur. Ok. Enfin, je suis quasi sûr à vérifier, mais je l'ai vu passer que c'était pas considéré comme une interaction utilisateur. Ça marche. Comment sont gérées les fenêtres cookies dans le contexte du CLS? Les fenêtres cookies ne déplacent pas du contenu. Donc a priori, enfin ça dépend. En fait, ça dépend. Si c'est un bandeau cookie qui vient se superposer tout en bas, ça n'a pas d'impact. Si c'est un bandeau qui vient s'intercaler dans le flow du contenu, bah là, ça a un impact. Donc ça dépend de l'implémentation. Pour donner la note donc, du CLS, Google se base sur la version mobile du site? Oui, je pense, puisque je réponds oui parce que comment dire, le crawl, enfin c'est plutôt lié au crawl, c'est-à-dire que le crawl est mobile first désormais. Donc je pense que c'est sur la version mobile et qu'il faut plutôt suivre ces indicateurs mobiles, je pense. Là, j'aurais pas de réponse définitive parce que il n'y a pas je crois pas avoir vu dans la littérature des choses qui disent. On sait que les Core Web Vitals interviennent dans l'update de l'algorithme, Page Experience, mais on sait que ça vient des données du Crux. On ne sait pas si c'est filtré par la partie mobile parce que le Page Experience serait spécifiquement mobile, quoi. Donc, je dirais plutôt oui, mais je suis pas certain. Ok. Pour les smart banners, donc les bannières intelligentes, tu avais compris. Je précise parce que... Non, mais c'est des trucs qui, j'imagine, qui bougent. Alors, qu'en est-il pour Oui, l'application? les smart banners, oui, c'est quand typiquement on a les bandeaux là qui disent on est sur mobile et puis on dit ah boum, tiens, en fait tu as l'appli sur ton site, ou bien est-ce que tu veux pas télécharger l'appli sur ton site? Eh bien je crois que ça rentre dans le calcul du CLS puisque c'est du contenu qui se décale. D'accord. Alors, je me suis juste un petit peu emmêlé les pinceaux, donc je vais être sûre de ne pas louper de questions. Ouais. Donc, la question de Denis qui demande si un infinite scroll a un impact sur le CLS. Oui, ben on a vu à la fin. Ok. Oui, carrément. Si c'est pas bien géré, il y a un article complet, moi j'ai fait que citer le cas de l'Infinite Scroll, mais il y a un article complet de Adi Ousmani sur le sujet qui donne plusieurs pistes d'amélioration pour le scroll infini. Mais réellement, hein, moi, mon parti pris, c'est de dégager ce scroll infini qui est une plaie en termes de usability. Ok, et alors, il nous reste donc 2 questions de William. Qu'en est-il des bandeaux CMP? Est-ce que ça a un impact négatif dans la plupart des cas? Les bandeaux CMP, encore une fois, c'est comme les bandeaux RGPD, tout ça. Ça dépend de l'implémentation, mais la majeure partie du temps, c'est des pop-ins qui viennent s'afficher au-dessus. Donc, je pense que ça n'a pas trop d'impact sur le CLS. Je pense que ça n'a pas d'impact. Mais ça dépend encore une fois de l'implémentation de ces bandeaux CMP. D'accord. Et la dernière question donc de William. Comment gérer la contrainte publicitaire
vis-à-vis du CLS? Est-ce qu'il faut réserver l'espace des containers pub dans tous les cas? Eh bien, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse, mais il y a bien évidemment des emplacements pubs qui sont plus impactants que d'autres. Les emplacements pubs, par exemple, sur le côté, peuvent être beaucoup moins impactants que des emplacements pubs qui sont situés dans le contenu de la page. Donc c'est compliqué de dire, de prévoir ça, mais vraiment, je pense que c'est un travail avec la régie. J'aurais tendance à dire, ben, si on améliore le CLS, on va améliorer l'expérience utilisateur, on aura plus de vues, donc plus d'inventaire, ça peut se vendre, quoi. Donc, mais comme toujours, hein, c'est une discussion entre la régie et entre ce qui est possible de faire côté IT. Et donc, c'est sûr qu'on aimerait avoir un layout qui soit complètement fixe et toujours le même bandeau qui s'affiche. Mais aujourd'hui, avec les systèmes publicitaires, on peut avoir 10 bandeaux différents qui s'affichent. Hier, j'étais sur 20 minutes. J'ai eu, sur le même emplacement, j'ai eu un habillage, j'ai eu un petit bandeau, j'ai eu un gros bandeau. Donc, mais vraisemblablement, ouais, là, il y a l'emplacement avait été pas du tout précalculé à la fin. Donc, il faut faire des compromis, je pense. D'accord. Ben, merci pour tes réponses. On a répondu à toutes les questions, il me semble. Si vous en avez d'autres, vous pouvez nous les envoyer directement à info@fastories.com. Je vous ai mis les mails dans le chat. Je fais un petit rappel sur l'enquête de satisfaction. Voilà, si vous pouvez prendre quelques minutes, c'est pas très long pour y répondre, ça nous aide beaucoup. Et voilà, c'est tout pour moi. Cat loudly speaking. Ouais, bien trouvé. Il s'est fait entendre, effectivement. Position du chat fois déplacement du chat. Ok, bah la prochaine fois, c'est lui qui viendra faire le webinaire. Ça peut valoir le coup. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis, on vous dit rendez-vous le 5 novembre, du coup, pour le troisième épisode sur le FID. Oui, donc je ne l'ai pas mis, mais le 5 novembre, si je l'ai mis, en fait, je l'avais mis là. Voilà, prochain webinaire, le jeudi 5 novembre à 11h30 sur comment optimiser le FID. Voilà. Merci encore à tous et un bon appétit. Au revoir. Merci à tous.